Ma douce lumière de fin de journée se faufile à travers la fenêtre de ma chambre, jetant une teinte mélancolique sur cette vieille photographie de ma première communion que je suis en train de réajuster. J'atteins aujourd'hui mes 72 ans. Et il me semble que toutes ces 72 années n'ont été vécues que pour rassembler le courage nécessaire à cet instant précis. Mon nom est Élisème Lambert, et voici ma confession. Je vous invite, qui que vous soyez, à vous asseoir ici avec moi, au milieu du bruit de la pluie fine qui tombe dehors. On dit que la pluie est une bénédiction, mais pour moi, elle n'est venue qu'après une tempête qui a ravagé ma vie pendant des années. Ceci n'est pas une simple histoire que l'on raconte à nouveau. C'est l'histoire de cicatrices profondes sur l'âme, d'une foi exploitée pour semer la terreur, et d'une vie qui a eu le sentiment d'avoir été volée. Gardez votre cœur ouvert. Car le récit que je m'apprête à vous livrer pourrait bien vous apporter autant de douleur qu'il mène à infliger pendant plus d'un demi-siècle. Si vous m'écoutez, où que vous soyez dans le monde, je vous prie de laisser un commentaire avec votre prénom et l'âge que vous avez, car certaines vérités doivent être diffusées, même si elles peuvent ébranler vos convictions. Certaines histoires, aussi douloureuses soient-elles, doivent être racontées. Jai grandit dans une humble masure en argile, avec un sol en terre battue, et un toit de chaume, dans un petit hameau reculé de la Drôme. Nous étions pauvres en biens, mais riches de l'affection de ma mère, Madame Jeanne, une femme courageuse qui lavait le linge pour subvenir à nos besoins, mes 3 frères et moi. Ah, mon père, Monsieur Antoine, était un homme qui prétendait craindre Dieu, du moins, c'est ce qu'il disait quand il claquait son poing sur la table pour exiger le silence, ou lorsqu'il levait sa ceinture avec force. Qui épargne la trique est son fils, répétait-il comme un dogme pendant que nous nous recroquevillions de peur. Ma mère baissait la tête, soumise comme un oiseau effrayé. Dieu voit tout, nous chuchotait-elle lorsque mon père s'absentait pour boire un verre au bistrot, le soleil levant. Dans notre village, l'église était très importante. C'était un homme sévère, avec un regard qui semblait voir tous les péchés cachés au plus profond de l'âme. J'avais 10 à 9 ans lorsque tout a basculé. Je venais de rencontrer Julien, le fils du pharmacien, un beau garçon au sourire charmant qui jouait de la guitare lors des fêtes du village. Quand il me regardait, je sentais une agréable chaleur. Un péché peut être, mais un péché si doux qu'il était impossible de lui résister. Un soir, lors d'un pique-nique estival organisé par la paroisse, Julien m'a invité à danser. Naïvement, nous avons dansé près l'un de l'autre, humant nos parfums respectifs. Ses mains posées sur ma taille. Ce fut tout, je le jure devant Dieu, juste une danse. Mais il n'a pas fallu plus pour que Thierry, le neveu du curé, nous voie et répande la rumeur selon laquelle je me jetais sur ce garçon. La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Quand je suis rentré à la maison, mon père m'attendait déjà, les yeux remplis de fureur. « Tu as déshonoré la famille !» a-t-il crié pendant que ma mère pleurait en silence. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen de restaurer notre honneur. Le lendemain, le père Joseph est venu personnellement chez nous. Il s'est assis à la table de la cuisine, acceptant le café que ma mère lui offrait de ses mains tremblantes. « Élise a une vocation », a-t-il déclaré avec une grâce divine. Dieu l'appelle. Je ne comprenais rien. Une vocation ? Quelle vocation ? Je voulais juste être institutrice, me marier, avoir des enfants. Je voulais ressentir à nouveau cette chaleur que Julien me procurait. Il y a un couvent à l'abbaye Sainte-Jude, dans la région rurale du Cantal. Les sœurs de la Divine Providence y accueilleront Élise. Là, elle trouvera le chemin de Dieu et purifiera son âme. Mon père a immédiatement accepté. Ma mère a pleuré en silence, mais n'a rien dit. Qui était-elle pour contredire la volonté divine ? C'était incompréhensible. Pour l'adolescente de 10 à 9 ans que j'étais,
face à ma propre insignifiance, une simple fille de la campagne. Fais tes valises. L'ordre de mon père était laconique, définitif. Et il a résonné dans mon esprit longtemps après qu'il le prononçait. Tu pars la semaine prochaine. Cette nuit sombre, j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. J'ai serré fort Rosalie, ma poupée de chiffon, un cadeau de ma mère depuis mon enfance. L'idée de partir m'effrayait, d'abandonner mes rêves et mon village pour devenir religieuse. C'est tante Claire, la sage-femme et herboriste du quartier, experte en plantes et en étoiles, qui m'a réconforté. Mon enfant, Mathé, elle dit avec la sagesse des années, parfois, nous devons suivre une rivière que nous n'avons pas choisie pour atteindre la mer qui nous appartient. Garde cela dans ton cœur. La veille de mon douloureux départ, j'ai rencontré Julien en secret dans notre cachette derrière l'église. Il a pris mes mains. Je t'attendrai, Élise, peu importe le temps que cela prendra. Notre jeunesse croyait en la simplicité du monde, où le désir suffisait à réaliser les rêves. Le voyage fut long et épuisant. 3 jours dans une camionnette, secouée sur des routes de terre, suivi de 2 jours dans un train bruyant. Je n'avais jamais quitté la source promise. Chaque nouveau paysage était nouveau et effrayant. Je n'emportais avec moi qu'un petit baluchon de vêtements simples, la médaille miraculeuse, un cadeau de ma mère, et un chapelet en bois, héritage de ma grand-mère. Lorsque je suis arrivé à l'abbaye Sainte-Jude, mon âme était déjà recroquevillée par la peur. La ville était plus grande que la mienne, la rivière Lot plus imposante que la Drôme, et le couvent ressemblait à une forteresse imprenable avec ses hauts murs et ses fenêtres étroites. Sœur Angélique m'a accueilli à la porte, une femme grande et mince, au visage long et à la peau pâle comme du papier. Elle semblait avoir la cinquantaine, mais le poids de la vie l'avait vieillie. Elle était la mère supérieure, la plus haute autorité de cet endroit. Bienvenue dans la maison de Dieu. Athée, elle dit sans sourire. Ici, vous apprendrez la discipline, l'obéissance et la crainte du Seigneur. Ce premier jour, on m'a emmené dans une petite pièce où mes cheveux, autrefois longs et noirs, que Julien aimait tant, ont été coupés à ras du crâne. Les mèches sont tombées sur le sol, comme des feuilles d'automne sèches. Ensuite, on m'a retiré mes vêtements. Baigné dans de l'eau froide, et vêtu d'une robe de bure rugueuse, et qui me grattait. À partir d'aujourd'hui, ont-elles annoncé, vous n'êtes plus Élise de la source promise. Vous êtes sœur Marie de l'obéissance divine. Cette nuit sombre, allongée sur un matelas dur dans une cellule froide et obscure, j'ai pleuré en silence, de peur qu'elle ne m'entende. J'ai serré mon corps endolori et j'ai essayé de me rappeler la chaleur de ma maison, l'odeur du pain de ma mère, le sourire de Julien. Je me suis battu pour ne pas oublier qui j'étais vraiment. Les jours au couvent se répétaient dans une routine monotone, comme les grains d'un chapelet infini. Nous nous réveillons à 4 heures du matin au son de la cloche, prions à genoux sur le sol glacial pendant 1 heure, puis nettoyons le couvent dans un silence absolu. Bouche close ne prend pas de mouche, répétait sœur Angélique chaque fois que quelqu'un osait chuchoter. Le petit déjeuner consistait en un morceau de pain rassis et un verre de lait coupé d'eau. Suivaient d'autres prières. Travail au jardin, cours de catéchisme, couture, toujours en silence, toujours la tête baissée. Le soir, encore des prières, et enfin le repos, affamé et frigorifié. Il y avait 27 autres novices dans le couvent. Des filles comme moi, au regard vide, résignées, aux mains hésitantes et tremblantes. Certaines, âgées d'à peine 15 ou 16 ans, cachaient des histoires tues. Le passé était un territoire interdit, scellé sous une menace constante. Le monde extérieur est mort pour vous. Les mots du gros père Anselme résonnaient. C'est lors de la 3e semaine de réclusion que j'ai rencontré Rose. Jai était affecté à la blanchisserie avec elle, et au milieu de la vapeur et de l'odeur de savon fort, son regard irradiait une vivacité inhabituelle, une attention vive, comme si son esprit était toujours occupé par des pensées
que les autres ne comprenaient pas. Une fois, alors que je nettoyais le couloir, elle est passée près de moi et a discrètement laissé tomber un petit morceau de papier. « Fais attention à ce que tu dis en confession », lisait le message, écrit d'une main tremblante. J'étais très surprise. Pourquoi une telle prudence? La confession n'est-elle pas censée être un acte sacré, un rituel pour purifier l'âme? Lentement, Jai commençait à comprendre ce que Rose voulait dire. Lors de ma confession suivante, Jai dit au père Anselme à quel point ma famille me manquait. Le lendemain, j'ai été convoqué dans le bureau de la mère supérieure. À ma grande surprise, elle savait tout ce que j'avais dit en confession. La nostalgie de ta famille est l'œuvre du diable, a-t-elle déclaré, brandissant une règle en bois. Nous allons éradiquer ce mal de ton être. Obéissante, j'ai tendu mes mains, comme le faisaient les autres novices. 10 coups douloureux sur chaque paume. Jai mordut mes lèvres très fort, essayant de ne pas crier. Rends grâce pour cette correction, a ordonné la mère. Ceste pour le bien de ton âme. D'une voix tremblante et les larmes aux yeux, j'ai répondu. Merci ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cet endroit qu'elles appelaient la maison de Dieu était en réalité une prison. Une prison déguisée en sainteté. Et j'étais une prisonnière, n'ayant rien fait de mal, purgeant une peine pour avoir été jeune, pour avoir dansé avec un garçon, pour avoir eu des rêves. La nuit, allongée dans ma cellule, j'entendais les sanglots étouffés dans les oreillers. Je n'étais pas la seule à souffrir, nous partagions toute la même douleur. Le même destin imposé contre notre volonté par des pères, des prêtres, ou une fausse vocation qu'aucune de nous ne ressentait vraiment. Rose a commencé à me chercher en secret. Nous nous rencontrions rapidement, en cachette. Presque toujours lorsque nous nettoyions la chapelle. Elle était au couvent depuis 3 ans. Elle venait d'un petit village des Vosges, en Lorraine. Son père Lee avait envoyé lorsqu'il avait découvert qu'elle voulait faire des études de médecine. Cet endroit n'est pas de Dieu, Élise, me chuchotait-elle. J'ai vu des choses terribles. Ce jour-là, nous avons été interrompus. Sœur Agnès nous a surprises en train de parler, et nous avons été punis. Nous avons passé 2 heures à genoux sur des grains de maïs, à prier le chapelet sans interruption. Presque 1 mois après cette punition, par une nuit d'orage, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'arrivais pas à dormir à cause du tonnerre. Soudain, j'ai entendu des pas dans le couloir, des portes s'ouvrant avec précaution. J'ai jeté un coup d'œil par la fente de ma porte, et j'ai vu le père Anselme entrer dans la cellule d'une novice nommée Thérèse. Derrière lui, sœur Agnès tenant une bougie, surveillait le couloir. Le lendemain matin, Thérèse n'est pas venue aux prières. J'ai demandé à sœur Carmen, la plus âgée des religieuses, ce qui lui était arrivé. Mais elle a évité mon regard et m'a dit à voix basse. Certaines épreuves sont plus dures que d'autres. Priez pour elle. Rose a confirmé mes soupçons. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Il y avait un système de silence et de complicité qui protégeait les agresseurs et punissait les victimes. Si nous parlons, personne ne nous croira, a expliqué Rose. Nous sommes des femmes, nous sommes des novices. Ils sont les représentants de Dieu sur terre. J'ai ressenti une grande angoisse. Une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Rage contre mon père qui m'a envoyé dans cet enfer, contre l'église de mon village sous la coupe du prêtre, un lieu sombre qui emprisonnait des femmes, les soumettant à des abus au nom d'une foi pervertie. Une nuit, cachée dans le garde-manger, j'ai demandé à Rose, « Comment allons-nous nous échapper d'ici ?»« Je ne sais pas encore comment. » A-t-elle répondu avec un regard déterminé. « Mais nous trouverons un moyen. Fais-moi confiance. » Les mois se sont écoulés très lentement dans cet environnement oppressant. Jai apprit à survivre. Jai baissait la tête, obéit sans poser de questions, priait à voix haute et confessait des péchés inventés qui ne nuisaient à personne. Mais à l'intérieur, la flamme de l'Élise que j'étais autrefois brûlait toujours, la fille de la source promise, qui voulait être institutrice, qui aimait la beauté de la rivière et qui dansait librement avec Julien. Une nuit,
Alors que Jay aidait à la cuisine, Jay surprit une conversation entre sœur Agnès et sœur Angélique. Elle parlait d'une inspection imminente avec l'arrivée d'importants évêques de Clermont-Ferrand la semaine suivante. Nous devons cacher les problèmes. Sœur Angélique disait. Thérèse a encore des marques visibles, et Lucie refuse de manger. La solution cruelle qu'elles ont proposée était de les enfermer à la cave jusqu'à ce que la visite de l'évêque soit terminée. La cave. Je n'avais jamais entendu parler d'une cave dans ce couvent. Quand Jane est parlé à Rose, ses yeux se sont illuminés d'espoir. Elle avait déjà entendu des rumeurs sur la cave. On disait qu'elle se trouvait sous la chapelle, et qu'elle servait à enfermer les jeunes femmes qui tentaient de s'échapper, ou qui étaient mal en point après ce que le prêtre leur faisait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Jay pensait à Thérèse, à Lucie et aux autres filles enfermées dans l'obscurité de la cave. Jay pensait à Julien, me demandant s'il se souvenait encore de moi. Jay pensait à ma mère, imaginant si elle aussi pleurait toutes les nuits comme moi. Nous trouverons une solution, a promis Rose, me serrant la main très fort le lendemain. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes, et je ne parle pas de leur Dieu, mais du vrai Dieu qui aime et libère, pas de celui qui emprisonne et punit. La veille de l'arrivée des évêques, le couvent était dans le chaos. Tout le monde nettoyait, illustrait chaque recoin. Mère Angélique, plus nerveuse qu'une chatte sur un toit brûlant, hurlait des ordres à tout le monde. C'est dans ce chaos que Rose et moi avons vu notre opportunité. Nous avons été envoyés nettoyer la chapelle, où les évêques célébreraient la messe le lendemain. Pendant que les autres novices rangeaient les bancs et l'autel, nous faisions semblant de nettoyer. Mais nos yeux cherchaient des indices sur la cave. Là, a chuchoté Rose, pointant du doigt une petite porte presque invisible derrière le confessionnal. Jay observait cette porte pendant un moment. Je n'ai jamais vu personne y entrer ou en sortir en plein jour. Nous avons attendu le bon moment. Lorsque sœur Agnès est allée chercher plus de cire, et que les autres novices nettoyaient les vitraux, nous nous sommes approchés de la porte en silence. Elle était verrouillée, bien sûr. Mais Rose, rusée comme toujours, avait déjà une épingle à cheveux, cachée dans le pli de son habit. C'est mon frère qui m'a appris ça. M'a-t-elle confié en manipulant l'épingle dans la serrure. Après quelques minutes, qui ont semblé être une éternité, la porte a cédé avec un léger clic. Nos cœurs battaient si fort que nous craignions que le bruit ne révèle notre audace. Derrière la porte, un escalier en pierre, sombre et humide, descendait vers ce qui ne pouvait être que la tristement célèbre cave. Revenons plus tard. Rose a réfléchi avec prudence. Cette nuit-là, lorsque le couvent est tombé dans le silence du sommeil, nous pouvions à peine toucher notre nourriture, consumés par la tension et l'attente. L'appréhension me dominait alors que je récitais les prières du soir. Un chapelet de « Je vous salue Marie » prononcé sans réelle intention. Mon esprit absorbé par les conséquences possibles de nos actions. Et s'il nous attrape, ai-je murmuré à Rose alors que nous retournions à nos quartiers. La punition sera sévère. Nous ne pouvons pas rester inactives. A-t-elle rétorqué, le regard plein de détermination. Nous ne sortirons jamais d'ici. Et ces jeunes femmes en bas continueront de souffrir. Nous avons attendu minuit, lorsque le couvent a été plongé dans un silence presque palpable. Seul le hurlement du vent contre les fenêtres et le sanglot occasionnel étouffé d'une cellule lointaine troublaient le calme. Pieds nus pour éviter de faire du bruit, nous avons quitté nos chambres et nous nous sommes retrouvés dans le couloir. L'obscurité était dense, mais Rose portait une petite bougie. Nous marchions à pas lents, murmurant des prières sincères, implorant une protection, non pas des religieuses ou des prêtres, mais d'une force divine, si tant est qu'elle écoutait encore. Nous avons atteint la chapelle sans incident. Le clair de lune filtrant à travers les vitraux colorés, projetait des formes dansantes sur le sol. Un tremblement m'a parcouru.
Un mélange de peur et de froid. Allons-y, a dit Rose en prenant ma main. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers la petite porte. Cette fois, la clé de fortune n'était pas nécessaire. La serrure avait été laissée ouverte. Un escalier étroit en colimaçon s'est révélé. Une forte odeur de moisi imprégnait l'air, mélangée à une odeur indéfinissable. Nous sommes descendus avec précaution, la flamme vacillante de la bougie projetant des ombres sinistres sur les murs de pierre. La cave était plus grande que je ne l'avais imaginé, avec un long couloir flanqué de plusieurs portes en bois. Cela ressemblait à une prison, pas à un couvent. Thérèse? Lucie? Il y a quelqu'un? A appelé Rose à voix basse. Un faible gémissement a émané d'une des cellules. Nous avons couru vers elle. Une petite fenêtre à barreaux permettait d'apercevoir l'intérieur. Un minuscule cagibi sans fenêtre avec seulement un mince matelas sur le sol. Dessus, une jeune femme recroquevillée. C'était Thérèse, l'air plus petite et plus mince que dans mon souvenir, avec de profonds cernes sous les yeux. Nous sommes venus t'aider, ai-je déclaré pendant que Rose tentait d'ouvrir la porte avec l'épingle à cheveux. C'est inutile, a répondu Thérèse, sa voix à peine audible. Il nous emmène demain très tôt, avant l'arrivée des évêques. Nous serons transférés au couvent de Villefranche jusqu'à ce que la visite soit terminée. Qui d'autre est ici? A demandé Rose, examinant les autres cellules. Lucie est dans la cellule à côté, et aussi Jeanne, celle qui a essayé de s'échapper le mois dernier. Elle est ici depuis plus longtemps. Elle ne parle plus. Elle ne fait que pleurer. C'était une scène désolée. 3 jeunes femmes emprisonnées comme des animaux, punies pour ne pas avoir supporté les abus ou pour avoir osé chercher la liberté. Combien d'autres avaient souffert ici avant? Combien avaient été envoyés dans d'autres couvents, réduits au silence pour toujours? Nous devons faire quelque chose, ai-je m'exclamé, les larmes coulant sur mon visage. Nous ne pouvons pas les laisser ici. À ce moment-là, nous avons entendu des pas dans l'escalier. Quelqu'un descendait. Rose a rapidement soufflé la bougie et m'a tiré derrière quelques tonneaux de vin dans un coin de la cave. C'était sœur Agnès avec une lampe, suivie du père Anselme. Immobiles, cachés dans l'ombre, nous tremblions de peur. Les évêques arrivent à 8 heures, a dit le prêtre. Assurez-vous qu'elles soient loin d'ici là, et essayez d'améliorer leur apparence. Je ne veux pas de questions. Oui, mon père, a répondu la religieuse. Les deux sont entrés dans une pièce au bout du couloir, laissant la porte légèrement entr'ouverte, ce qui nous a permis d'entendre leur conversation. La nouvelle, Élise, le prêtre s'est enquis de mon comportement. Jay ressentit un frisson en entendant mon nom. Rose a serré ma main fermement. Elle fait encore preuve de rébellion intérieure, a répondu sœur Agnès. Mais elle est en train d'apprendre. Rose, en revanche, m'inquiète. Elle semble avoir le diable dans le sang, toujours à questionner avec ses yeux défiants. Après la visite, je m'occuperai des deux, a conclu le prêtre d'un ton qui m'a glacé le sang. Jai des méthodes efficaces, même pour les plus récalcitrantes. Il n'y avait pas besoin d'être un génie pour comprendre ses intentions. Rose et moi avons échangé un regard dans l'obscurité avec la même pensée en tête. Nous devions nous échapper de là le plus rapidement possible. Nous avons attendu qu'ils partent, ce qui a semblé durer une éternité. Quand le silence est enfin revenu, Rose a rallumé la bougie. Ils vous emmèneront à 5 heures du matin, ai-je informé Thérèse par la petite fenêtre de la porte. Et nous reviendrons demain soir? A-t-elle demandé d'une voix épuisée. Est-ce toujours comme ça? Rose a répondu. Pas si vous vous échappez, a-t-elle rétorqué. Comment si nous sommes enfermés ici, et même si nous réussissons à sortir, où irions-nous? Nous n'avons pas d'argent, et nous ne connaissons personne en ville.
Jai un plan? A-t-elle annoncé. Mais nous aurons besoin d'aide. Nous sommes retournés dans notre chambre avant que notre absence ne soit remarquée. Allongé sur mon lit inconfortable, je n'arrivais pas à dormir. Les images de la cave, des filles emprisonnées, la voix du prêtre parlant de choses terribles tourbillonnait dans mon esprit. Le lendemain matin, les évêques sont arrivés ponctuellement à 8 heures. C'étaient 3 hommes vêtus de soutanes violettes, au visage sérieux et imposant. Tout le couvent était aligné dans la cour pour les recevoir, toute la tête baissée, les mains jointes en prière. Mère Angélique souriait comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Soudain, elle semblait être une sainte, une femme accueillante et douce. Quelle performance impeccable! Nos novices sont des exemples de dévotion. Athée, elle affirmait en nous présentant aux évêques. Elles vivent dans la prière et le travail. Suivant les pas de Notre-Dame, Jai ressentit une forte envie de révéler la vérité là, devant tout le monde, mais je savais que personne ne me croirait. Ce serait ma parole contre la leur. Tout au long de la journée, les évêques ont visité le couvent, se rendant à la chapelle, au réfectoire et même au jardin. Évidemment, la cave n'était pas incluse dans la visite, et il n'a été fait aucune mention des jeunes femmes qui avaient été emmenées avant l'aube. Cette nuit-là, épuisé d'avoir maintenu la comédie, j'aille retrouver Rose dans la buanderie. Nous étions seuls, trempant les draps. Et le plan? Ai-je demandé à voix basse. Je suis en train de le peaufiner, a-t-elle répondu. Tu te souviens de sœur Constance qui travaille à la cuisine? Elle n'est pas comme les autres. Je l'ai vue pleurer et se cacher plusieurs fois. Je pense qu'elle a aussi été forcée de venir ici. Jai demandait. Penses-tu qu'elle nous aidera? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le lendemain, après le départ des évêques, tout est revenu à la routine habituelle. Les filles de la cave ont été ramenées, mais nous n'avons eu aucun contact avec elles. Nous avons appris qu'elles étaient sous punition spirituelle. Isolées dans leurs cellules pendant 1 semaine, ne se nourrissant que de pain et d'eau. Rose a réussi à parler à sœur Constance. Comme elle le soupçonnait, la religieuse âgée cachait aussi ses propres souffrances profondes et ses secrets. Jeune femme, elle avait été envoyée au couvent après la perte tragique de son fiancé au combat. La famille, plongée dans une ferveur religieuse, avait interprété l'événement comme une désignation divine pour la vie monastique de la jeune femme. Personne ne devrait rester ici contre son gré, a déclaré la religieuse. La voix serrée par l'émotion. Les yeux larmoyants. Ce n'est pas le service de Dieu que l'on attend. Partageant la même conviction, la religieuse âgée a offert son aide. Employée comme cuisinière, elle avait un accès facile au garde-manger et, surtout, aux clés du portail arrière par où il recevait les provisions de nourriture. Dans 3 jours, a-t-elle révélé, un camion arrivera avec les provisions. Monsieur Claude, le fournisseur de légumes, est un homme de confiance. Il peut vous emmener à Mende, où vous trouverez le bus pour Toulouse. Cela se présentait comme l'opportunité de s'échapper. Mais elle ne pouvait pas le faire seule. Nous devons sauver les filles de la cave. Ai-je insisté. Nous ne pouvons pas les abandonner à leur sort. Sœur Constance a exprimé son inquiétude, secouant la tête. La tâche deviendra plus complexe. Elles sont enfermées sous surveillance constante. Et plus il y a de monde, plus le risque d'être découverte augmente. Rose, avec une détermination inébranlable, a répondu « Un pour tous, et tous pour un. Soit nous nous échappons ensemble, soit aucune de nous ne part. » Le plan était intrinsèquement semé d'embûches. La veille de la livraison des provisions, sœur Constance prévoyait d'ajouter un léger sédatif au thé des autres religieuses, juste assez pour induire un sommeil profond, mais sans causer de préjudice. Ensuite, elle utiliserait les clés pour ouvrir la cave et libérer les jeunes femmes de leurs cellules. Le point de rendez-vous serait le portail arrière à 4 heures du matin, l'heure prévue pour l'arrivée de Monsieur Claude avec le camion. Pendant les 2 jours précédant l'action, nous avons rassemblé avec prudence tout ce que nous pouvions. Du pain rassis pris au repas, des fruits cueillis dans le jardin, et des vêtements de rechange. Pour chacune de nous, lavés et cachés avec diligence. C'était peu. Mais cela représentait tout ce que nous possédions. La nuit cruciale,
L'anxiété m'a empêché de dormir. Chaque bruit, aussi infime soit-il, me faisait sursauter. La pensée de l'échec du plan, d'être découverte, me terrifiait. Pire que la punition physique était la perspective d'y rester emprisonné pour toujours. À 3 heures du matin, je me suis levé dans un silence absolu. Sous mon habit, je portais les vêtements ordinaires que j'avais conservés. Une simple jupe et un chemisier que je portais à mon arrivée. Jai prit le petit baluchon contenant le pain et les fruits, et Jai attendut. Rose est apparue à ma porte comme prévu. Tout est prêt, a-t-elle chuchoté. Allons-y, nous avons descendu le couloir plongé dans l'obscurité, le cœur battant. Nous sommes passés devant la cellule de la mère supérieure. On pouvait entendre ses ronflements à travers la porte. Le sédatif avait fonctionné. Nous avons trouvé sœur Constance à l'entrée de la cave. Elle avait déjà libéré les 3 jeunes femmes qui semblaient effrayées et désorientées, mais déterminées à s'échapper. Que Dieu vous protège, a dit la religieuse, nous bénissant chacune du signe de la croix. Restez dans l'ombre, mes filles. Elle nous a guidés à travers les couloirs jusqu'au portail arrière. À chaque pas, je craignais que quelqu'un ne se réveille, qu'une alarme ne retentisse, que nous soyons capturés. Mais rien ne s'est passé. Monsieur Claude nous attendait déjà dehors avec le camion recouvert d'une bâche. Sans prononcer un mot, il nous a aidés à monter et nous a recouvertes de paille et de sacs vides. Restez immobiles jusqu'à ce que nous soyons loin, a-t-il chuchoté. Une patrouille de police passe habituellement par la route principale. Le camion a commencé à rouler lentement. Jai a entendu le grincement du portail qui se fermait, puis le doux grondement du moteur sur le chemin de terre. Nous étions libres après 1 an et demi dans cette prison déguisée en couvent. J'étais dans un espace confiné, sous la protection rustique de la paille entre Rose et Thérèse. Jai sentit le flux chaud des larmes couler sur mon visage. Ce n'étaient pas des manifestations d'effroi ou de mélancolie, mais de pur soulagement et de la promesse d'un avenir libéré qui naissait en moi. Le trajet jusqu'à Mandé a duré 4 précieuses heures. Nous sommes descendus du camion sous la faible lumière de l'aube. Les membres raidis, le corps épuisé, mais avec la légèreté de l'espoir dans nos cœurs. Voici ma nièce Victoria, a annoncé Monsieur Claude au guichetier de la gare routière, en me désignant. Et ses amies, elles vont rendre visite à une tante à Toulouse. La femme, absorbée par le comptage des billets que Monsieur Claude lui remettait, nous a à peine jeté un second regard. Il avait sacrifié une partie de sa récolte de légumes pour acheter nos billets. Il me bénit déjà, mon enfant, a-t-il répondu avec un sourire qui révélait l'absence de quelques dents. Ma sœur cadette a aussi été emmenée dans un couvent quand elle était jeune. Nous ne l'avons jamais revue. On a dit qu'elle avait succombé à une fièvre. Mais nous savons la vérité, n'est-ce pas? Ils ne nous ont même jamais laissé voir son corps. Dans le bus pour Toulouse, à 5 heures du matin, Rose, Thérèse, Lucie, Jeanne et moi, nous sommes installés ensemble au siège arrière. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons savouré la liberté de parler ouvertement, sans la peur d'être entendus ou punis. Chacune a partagé son histoire particulière. Thérèse avait été envoyée au couvent par son beau-père, qui voulait se débarrasser d'elle après la mort de sa mère. Lucie, à 15 ans, était tombée enceinte. Et sa famille, pour cacher le soi-disant scandale, l'avait confinée au couvent. L'enfant lui avait été brutalement retiré juste après la naissance et donné en adoption. Jeanne, quant à elle, avait été surprise en train de lire des livres jugés subversifs, qui traitaient des droits des femmes. Des récits différents, mais avec un dénominateur commun. De jeunes femmes emprisonnées, réduites au silence et violentées. Tout cela au nom d'une prétendue dévotion. Où allons-nous maintenant? A demandé Lucie.
la plus jeune d'entre nous, a seulement 10 à 7 ans. Aucune de nous n'avait de réponse. Aucune de nous n'avait de famille qui nous accueillerait à bras ouverts. Aucune de nous n'avait de ressources financières, ni d'endroit sûr où se réfugier. Nous allons à Bordeaux, a décrété Rose. Toujours la plus résolue. C'est une métropole. Elle offre plus d'opportunités. Nous pourrons trouver du travail ou rester ensemble pendant un certain temps. Et s'ils nous cherchent? A demandé Jeanne, toujours visiblement effrayée. La police les aide. Pas nous. Alors nous changerons de nom, a répondu Rose avec une détermination inébranlable. Nous recommencerons à zéro. Ce n'est pas la première fois que des femmes ont besoin de disparaître pour survivre. Le bus traversait la campagne, soulevant des traînées de poussière rougeâtre sur l'autoroute. Jai contemplait le paysage par la fenêtre. Les vastes plaines ouvertes cédant la place à des collines ondulantes, le ciel d'un bleu que je n'avais jamais vu auparavant, et des rivières serpentant comme des rubans d'argent en contrebas. Jai réfléchit à tout ce qui s'était passé, à la métamorphose que ma vie avait subie depuis ce pique-nique estival de l'église à la source promise. Savez-vous ce que j'ai hâte de faire quand nous arriverons à Bordeaux? Ai-je dit, brisant le silence qui régnait dans l'air. Je veux me couper les cheveux très courts comme je veux, et ensuite les laisser repousser, simplement parce que Jen est le droit. Les filles ont ri, un rire authentique qui a résonné dans le bus presque vide. Je rêve d'une grande assiette de hachis parmentier avec des haricots verts et des pommes de terre, a avoué Lucie, fermant les yeux comme si elle pouvait déjà le goûter. De la vraie nourriture. Je veux faire la grasse matinée, a soupiré Thérèse. Sans le son de la cloche, sans prières imposées. Je veux apprendre à lire correctement, a déclaré Jeanne, et ensuite enregistrer tout ce qui s'est passé dans cet endroit pour que cela ne soit jamais oublié. Rose a pris ma main et a souri, un sourire qui me donnait toujours du courage. Je veux que nous ne ressentions plus jamais la peur, a-t-elle proclamé. Apprendre à nous libérer avec la vérité. Ces mots ont résonné profondément, signalant le véritable début de mon voyage. À 21 ans, malgré le sentiment d'une vie vécue en vain, j'ai aperçu un nouvel horizon. Bien que la famille, le village natal et le premier amour aient été perdus, j'avais conquis quelque chose d'inestimable. Le courage, le soutien de l'amitié et une détermination inébranlable. Surtout, j'avais trouvé ma propre voie. Alors que le bus avançait sur l'autoroute, chaque kilomètre augmentait la distance entre nous et les murs du couvent. L'avenir à Bordeaux était incertain, tout comme le destin de ma vie. Cependant, une certitude s'affirmait en moi. Je ne leur permettrai plus jamais de me faire taire. Je ne serai plus jamais prisonnière. La vie est comme une rivière, disait ma tante Claire. Elle peut affronter des rochers et des courbes inattendues, mais l'eau trouvera toujours son chemin vers la mer. Et moi, Élise M. Lambert, je traçais enfin ma propre voie, suivant le courant de ma rivière particulière. Bordeaux nous a accueillis avec l'indifférence typique des grandes villes où les nouveaux venus se perdent dans la foule, une jungle de béton où le contact visuel était rare, contrastant fortement avec l'accueillante La Source promise. Nous sommes descendus à la gare routière. 5 jeunes femmes désorientées, serrant des baluchons improvisés, cherchant désespérément une direction. L'argent généreusement donné par Monsieur Claude couvrait à peine les billets, nous laissant sans ressources pour le petit déjeuner. Et maintenant? A demandé Thérèse, se serrant dans ses bras comme si elle cherchait une protection. Rose, notre éternelle forteresse, a pointé du doigt une église lointaine. Les églises aident généralement ceux qui sont dans le besoin. Les églises étaient la dernière chose que je voulais voir. Mais nous n'avions pas d'autres options. L'église Saint-Martin de Porès était située sur une place animée. Une messe se terminait juste à notre arrivée. Nous avons attendu dehors jusqu'à ce que les fidèles se dispersent, et que le prêtre apparaisse à la porte. Le père Jérôme était différent des figures religieuses que nous connaissions. Un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs ébouriffés, aux lunettes glissant sur son nez, et à un sourire accueillant sur son visage rond. Sa soutane usée par le temps semblait avoir des décennies. « Comment puis-je vous aider, mes filles » a-t-il demandé, nous voyant debout là. Rose a pris les devants et a élaboré un récit superficiel.
Nous étions de jeunes femmes de la campagne à la recherche de travail dans la capitale, sans endroit où loger. Le couvent, l'évasion et les abus sont restés un secret. Certaines vérités sont trop lourdes pour être partagées avec des étrangers. Même ceux qui portent des cols cléricaux. Le prêtre nous a observés un instant comme s'il lisait entre les lignes de nos mots. Puis il a soupiré. « Venez avec moi. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais le peu que j'ai, je le partagerai volontiers. » Il nous a conduites au presbytère, un bâtiment modeste derrière l'église. Là, une femme noire aux cheveux gris préparait le déjeuner. « Madame le roi » a appelé le prêtre. « Nous avons des invités. Pourriez-vous ajouter 5 assiettes de plus à la table ?» La femme nous a examinés méticuleusement. Remarquant nos vêtements inhabituels, portant toujours des morceaux du couvent, sous les quelques vêtements ordinaires que nous possédions, notre attitude effrayée, et les regards baissés que le couvent nous avait appris à maintenir. Hâtée, elle murmurait, posant ses mains sur ses hanches. Ces filles ont l'air de fuir quelque chose. Rose a reculé instinctivement, prête à s'enfuir, tandis que mon cœur se contractait d'appréhension. Contrairement à mes attentes, Madame le roi a affiché un sourire accueillant, révélant un espace entre ses dents de devant. Quels que soient vos problèmes, ils sont derrière vous maintenant. Ici, on ne s'interroge pas sur le passé, seulement sur l'avenir. Hâtée, elle affirmait doucement. Mettez-vous à l'aise. Je vais vous préparer un café revigorant avant le déjeuner. Vous êtes si faible. Vous me faites de la peine. Ce café s'est avéré être le plus délicieux que j'ai jamais goûté. Nous avons savouré du pain fait maison, encore chaud, avec du beurre qui fondait dessus, du pain de maïs et du vrai café au lait. Nous avons mangé avec une ferveur presque désespérée, comme si nous compensions une longue période de privation. Je crois que Madame Leroy n'avait jamais été témoin d'un tel besoin. Le presbytère n'a pas de place pour vous accueillir, a déclaré le prêtre à la fin du repas. Cependant, je connais quelqu'un qui peut vous offrir de l'aide. Madame Mathilde, une veuve qui habite à proximité, tient une pension pour les jeunes de la campagne qui viennent chercher du travail en ville. C'est un endroit simple, mais sûr et propre. Après le déjeuner, composé de hachis parmentier, de haricots, de pommes de terre et de salade qui a éveillé en nous une profonde nostalgie de la nourriture faite maison, le prêtre nous a accompagnés jusqu'à la pension de Madame Mathilde. C'était une vieille résidence spacieuse ornée d'un jardin de devant plein de roses, et d'une cour où des poulets grattaient librement. Madame Mathilde, une femme courte et robuste d'une 60aine d'années, avait des yeux vifs qui semblaient scruter l'âme. « 5 à la fois, Père Jérôme !» cesse-t-elle exclamée en riant en nous voyant. « Vous prévoyez de transformer ma maison en couvent ?» Était-elle au courant de notre secret? Le prêtre avait-il révélé notre histoire? « Ce sont de bonnes filles, Madame Mathilde, » l'a assuré le prêtre. « Elles ont besoin d'un abri et d'une opportunité d'emploi. J'ai immédiatement pensé à vous. » Madame Mathilde nous a examinés pendant quelques instants avant d'équisser un sourire. « J'ai 3 chambres disponibles, 2 avec 2 lits chacune, et une avec un seul. Vous pouvez avoir les 3. » Merci. Ce serait parfait, a rapidement répondu Rose. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement, et il serait préférable que nous puissions rester proches. Après le départ du prêtre, Madame Mathilde nous a montré les chambres. Elles étaient modestes, équipées de 2 lits, d'une armoire et d'une petite table. Cependant, comparées aux cellules du couvent, elles semblaient être des suites d'hôtel. Les règles sont simples. Pas d'hommes ici. Pas de boissons alcoolisées. Pas de désordre. Le petit déjeuner est servi à 6 heures. Si vous le manquez, vous n'aurez pas de déjeuner. Le dîner est à 7 heures. Si vous êtes en retard, vous mangerez froid. Le loyer doit être payé le 5. Aucune exception. Elle a marqué une pause, dirigeant son regard vers chacune de nous. Je ne m'intéresse pas à d'où vous venez, ni à pourquoi vous êtes ici. Cet endroit est un lieu pour recommencer.
Cette nuit-là, allongé dans un lit douillet pour la première fois depuis presque 2 ans, j'ai pleuré en silence. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Nous étions loin, protégés et unis. Le lendemain, nous avons commencé notre recherche d'emploi. La tâche CEST avérée ardue. Aucune de nous n'avait d'expérience au-delà de la prière, du nettoyage et de l'obéissance. Nous n'avions pas de documents, de lettres de recommandation, ni de ressources. Il y a une usine de couture à proximité, a suggéré Madame Mathilde lorsque nous sommes rentrés, vaincus. À la fin de la journée, Madame Clotilde est mon amie. Je vais lui parler. Le lendemain matin à 5 heures, nous nous sommes dirigés vers l'usine. C'était un grand entrepôt où plusieurs femmes travaillaient sur des machines à coudre, fabriquant des vêtements pour le commerce local. Madame Clotilde, une femme austère de peu de mots, nous a évalués avec suspicion. « Savez-vous coudre » a-t-elle demandé. « Oui » avons-nous répondu à l'unisson. En vérité, la routine du couvent nous faisait coudre sans cesse. Consommant des heures de chaque jour à confectionner des articles pour les hôpitaux et des manteaux pour enfants. « Montrez-moi ce que vous savez » a ordonné Clotilde, désignant les machines à coudre inactives à l'arrière de l'entrepôt. Chacune de nous a pris son poste. Le bruit caractéristique des machines, l'odeur du tissu, le mouvement cyclique et répétitif, tout cela a évoqué des souvenirs vifs du travail au couvent, me transportant un instant dans cet environnement. Cependant, en observant les autres femmes autour, absorbées par des conversations, des rires discrets, et même de douces chansons, la réalité de ma liberté s'est réaffirmée. Madame Clotilde a évalué notre production d'un œil critique et exigeant. Pas mal, a-t-elle finalement concédé. Je peux vous embaucher. Le paiement se fera à la pièce à la fin de chaque semaine. Et ainsi, notre nouveau voyage a commencé à Bordeaux. Notre routine à l'usine de couture s'étendait de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Le travail était exigeant, mais l'atmosphère était accueillante et détendue. Les autres couturières étaient des femmes simples. Beaucoup venaient aussi de la campagne. Chacune portant ses propres histoires de lutte et de dépassement. À la fin de la première semaine, nous avons reçu notre premier salaire. Le montant n'était pas très élevé, mais il représentait une réalisation. C'était de l'argent gagné grâce à notre propre effort que nous pouvions utiliser librement. Achetons de nouveaux vêtements, a suggéré Thérèse, rayonnante d'enthousiasme. Je ne supporte plus de porter les morceaux du couvent en dessous. Nous sommes allés au marché municipal et avons acquis des vêtements d'occasion modestes, mais ils étaient les nôtres. Chacune a choisi quelque chose qui reflétait un peu de son essence ou de la personne qu'elle aspirait à être. J'ai opté pour une robe bleue légère et fluide qui me rappelait la teinte de la rivière Drôme. Progressivement, nous nous sommes adaptés à la dynamique de la grande ville. Nous avons appris à utiliser les transports en commun, à négocier les prix sur les marchés, à faire face aux regards et aux plaisanteries dans les rues. Le dimanche, nous assistions à la messe à l'église du Père Jérôme, non pas par obligation, mais par gratitude. Et aussi parce que son message divin était différent de ce que nous connaissions. Il prêchait un Dieu d'amour, pas de punition, un Dieu qui accueillait, pas qui punissait. Dans ses homélies, il soulignait que le vrai péché ne réside pas dans le fait d'aimer ou de questionner, mais dans le fait d'infliger de la souffrance aux autres, d'utiliser le nom de Dieu pour opprimer. Lors d'une de ces messes, nous avons rencontré M. Auguste, un professeur à la retraite, qui donnait des cours du soir d'alphabétisation à l'église. Rose, toujours la plus audacieuse, a demandé si nous pouvions y participer. Certainement. A-t-il répondu avec un sourire accueillant. L'éducation est un droit fondamental. Surtout pour ceux qui se sont vus refuser cette opportunité. Ainsi, après des mois dédiés à la couture pendant la journée, nous avons commencé à consacrer nos nuits à l'apprentissage des lettres, des chiffres, de l'histoire, de la géographie. Le monde se déroulait devant nous comme une fleur en pleine floraison. Je veux obtenir mon brevet des collèges, a annoncé Rose un jour après les cours. Et ensuite, je veux aller à l'université. L'université, s'est exclamé Lucie au milieu des rires. C'est un rêve trop ambitieux pour nous. Qui a dit ça? A rétorqué Rose.
ses yeux brillant intensément. Ce désir a commencé à germer en moi aussi. Je me suis souvenu de l'époque où je voulais être institutrice avant que tout ne change. Pourquoi ne pas poursuivre cet objectif maintenant? Une année s'était écoulée depuis notre évasion. Nous avions réussi à économiser de l'argent, à améliorer notre qualité de vie. Nous avons quitté la pension de Madame Mathilde et loué une petite maison en périphérie de la ville. Jeanne, Rose et moi. Lucie avait trouvé un petit ami, un garçon gentil qui travaillait dans une boulangerie et était allé vivre avec sa famille. Thérèse avait décidé de retourner dans son village natal, dans une autre région, après avoir repris contact avec une tante qui lui avait promis son soutien. Notre maison était modeste, mais elle représentait notre foyer. Nous entretenions un jardin, un refuge où nous cultivions des herbes aromatiques et des fleurs colorées. Nous jouissions de la liberté. Nous avons trouvé la paix au milieu de la tranquillité. Cependant, les ombres du passé persistaient à hanter nos pensées. La nuit, j'étais parfois réveillé par des cris silencieux, tourmenté par des cauchemars qui me transportaient vers la cave lugubre, les punitions cruelles et la voix oppressive du père Anselme. Rose faisait également face à ses propres fantômes nocturnes. Tandis que Jeanne restait renfermée, s'exprimant rarement et sursautant aux bruits inattendus. Nous devons affronter ce que nous avons vécu, a déclaré Rose par une soirée sereine alors que nous partagions un café sur le porche. Non seulement entre nous, mais le révéler au monde. Qui nous croirait? Ai-je répondu, sentant la peur ancestrale se rallumer. Nous ne sommes que 3 femmes sans éducation formelle, sans réputation ni liens familiaux. Nous ne sommes plus seulement 3, a rétorqué Rose avec conviction. Maintenant nous sommes 5, et il y en a d'autres qui se sont échappés avant nous. D'autres qui restent encore emprisonnés là. Bah, Rose avait raison. Dans les cours du soir, nous avions rencontré Marguerite, une femme qui avait également été envoyée dans un couvent pendant sa jeunesse. Par elle, nous avons appris l'existence de plus de femmes, de 3, d'innombrables, toutes partageant des histoires incroyablement similaires. C'est un système, a expliqué Rose avec véhémence. Les familles envoient les filles considérées comme problématiques dans les couvents. Les prêtres et les religieuses abusent sans vergogne de leur pouvoir, et tout reste étouffé parce que personne n'accorde de crédit aux victimes. C'est pendant cette période que nous avons rencontré Maître Paul, un avocat qui offrait une assistance juridique gratuite à la paroisse 1 fois par semaine. Il a écouté notre histoire avec toute son attention, sans interrompre, sans remettre en question sa véracité. C'est une affaire complexe, a-t-il réfléchi après nous avoir écoutés. Nous avons les noms, a interrompu Jeanne, exprimant une rare fermeté. Nous avons les dates, les cicatrices sur nos corps et dans nos âmes. Et nous ne sommes pas seuls, a ajouté Rose. Nous pouvons localiser d'autres victimes. Nous pouvons retourner à Sainte-Jude, parler à Monsieur Claude, à Sœur Constance si elle est toujours là. L'avocat a caressé sa barbe grisonnante, pensif. Ce sera une bataille ardue. Vous ferez face à des représailles, à la diffamation, au discrédit. Êtes-vous prête pour cela? Jai regardait Rose, puis Jeanne. Nous avions toutes les 3 traversé l'enfer, et en étions ressorties en survivantes. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Nous sommes nées prêtes, ai-je répondu avec détermination. Nous n'étions simplement pas conscientes jusqu'à présent. Les mois suivants ont été dédiés à une préparation intense. Maître Paul nous a aidés à recueillir des témoignages d'autres victimes. Nous avons localisé 7 femmes qui étaient passées par le couvent des Sœurs de la Divine Providence, à différentes époques,
toutes avec des récits incroyablement similaires. Marguerite nous a présenté Robert, un journaliste du journal Le Sud-Ouest, qui avait déjà enquêté sur des cas d'abus dans l'Église. Il a montré de l'intérêt pour notre histoire. Je ne peux pas garantir qu'elle sera publiée. Il dit franchement. Mon rédacteur en chef craint les procès, mais je ferai de mon mieux. Pendant ce temps, nous continuions nos vies. Rose, toujours ambitieuse, prévoyait déjà de passer l'examen d'entrée à l'école de droit. Jeanne a découvert un talent pour la peinture, créant des tableaux qui dépeignaient notre expérience au couvent. Jai prit une décision. Je veux retourner à la source promise. Ai-je annoncé un soir après le dîner. Rose m'a regardé. Surprise. Es-tu sûr? Ta famille? Je ne retourne pas voir ma famille, ai-je expliqué. Je retourne chercher Julien. Il mérite de savoir ce qui m'est arrivé. Et j'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Ma décision était prise. Avec l'argent que j'avais économisé pendant 2 ans, j'ai acheté un billet de bus pour la source promise. Le voyage serait long, 2 jours de route avec plusieurs correspondances. La veille de mon retour, j'ai été surprise par un cadeau inattendu. Jeanne m'a offert une toile qu'elle avait créée spécialement pour moi. L'image représentait une femme de dos contemplant une rivière bleue sous un vaste ciel ouvert. « C'est toi » m'a-t-elle confié doucement. Retournant à ta rivière mais te dirigeant vers ton avenir. Le voyage de retour a été comme revisiter ma vie à l'envers. Chaque ville, chaque paysage réveillait des souvenirs, certains chargés de chagrin, d'autres pleins de tendresse. Quand j'ai enfin vu les rives de la Drôme, mon cœur s'est accéléré. La source promise était restée pratiquement inchangée depuis mon départ 3 ans plus tôt. Les mêmes chemins de terre. Cependant, j'avais subi des transformations. La jeune femme innocente qui dansait avec Julien au pique-nique estival n'existait plus. Je me suis installé dans une simple pension de famille au centre du village. La propriétaire, une dame nommée Madame Dupré, ne m'a pas reconnu. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Je n'étais qu'une parmi les innombrables pèlerins qui visitaient le village pour la dévotion au sanctuaire. Le lendemain, je suis parti à la recherche de Julien. La pharmacie de son père était toujours là, mais elle arborait une nouvelle enseigne. Pharmacie, Nouvelle Espérance. Propriétaire. Docteur, Julien P. Martin. Mon cœur s'est presque arrêté. Julien avait terminé ses études de pharmacie, réalisant son rêve, et était de retour dans son village natal. Je suis entré dans l'établissement, les jambes tremblantes. Derrière le comptoir, un homme de dos arrangeait des médicaments sur une étagère. Quand il s'est retourné, j'ai failli ne pas le reconnaître. Julien était plus grand, plus fort, portant des lunettes qui lui donnaient un air sérieux. Mais le sourire était le même que celui qui m'avait captivé il y a des années. « Je peux vous aider » a-t-il commencé, s'interrompant quand il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche est restée béante. « Élise » a-t-il murmuré comme s'il voyait un fantôme. « Élise, monsieur Lambert. » Les mots m'ont manqué, et j'ai juste senti les larmes inonder mes yeux. Mon Dieu. Élise. C'est vraiment toi. Il a contourné le comptoir, s'arrêtant devant moi, hésitant à me toucher, comme si je pouvais disparaître à tout moment. Tout le monde disait que tu étais entré dans un couvent. Plus tard, ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles tu étais morte. Jai faillit mourir, ai-je finalement répondu, ma voix étranglée. Mais je suis là.
Julien a fermé la pharmacie ce jour-là. Nous sommes allés dans un café au bord de la rivière, où j'ai partagé tout mon périple. Il a écouté attentivement, ses yeux parfois larmoyants, ses mains serrant les miennes. Je t'ai cherché. Hâté, il dit à la fin de mon récit. Je suis allé au couvent de Sainte-Jude. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de novice avec ton nom là-bas. Ton père a interdit à quiconque de mentionner ton nom. Ta mère est tombée malade de tristesse. Ma mère, ai-je murmuré, sentant une vieille douleur refaire surface. Comment va-t-elle? Elle, elle est décédée l'année dernière, a dit Julien doucement. Pneumonie, ont-ils dit. Mais je pense que c'était de la tristesse. Ton père est toujours le même. Il va toujours à l'église le dimanche. Il claque toujours la table en exigeant le respect. Une vague de culpabilité m'a envahi, froide et vive. J'avais été en colère contre elle pour son silence, pour sa soumission. Mais maintenant, tout ce que je ressentais était une douleur profonde pour la femme qui m'avait aimé de la seule façon qu'elle connaissait. Une femme dont le cœur s'était brisé dans un silence que je pouvais maintenant comprendre. Jay pleurait pour les adieux que je n'ai jamais dits, et pour la force tranquille que j'avais manqué de voir. Je me suis autorisé à pleurer pour ma mère, à qui je n'avais pas pu dire au revoir, pour ce que nous aurions pu être, pour ce que nous avions perdu. Et toi, ai-je finalement demandé, essuyant mes larmes. Je vois que tu as réalisé ton rêve. Julien a souri. Ce sourire que j'avais gardé dans ma mémoire comme un trésor précieux. J'ai obtenu mon diplôme à Montpellier. Je suis revenu il y a 1 an lorsque mon père a décidé de prendre sa retraite. Mais je ne t'ai jamais oublié, Élise. Cet après-midi-là, nous avons marché le long de la rivière comme 2 vieux amis se retrouvant. Julien a partagé les détails de sa vie, ses études et ses ambitions. En retour, je lui ai parlé de Bordeaux, de mes amis et de notre bataille acharnée pour la justice. Les souffrances qui t'ont été infligées à toi et aux autres ne peuvent pas rester impunies. C'est risqué. Nous affrontons des personnes influentes. C'est une raison de plus pour ne pas vous abandonner dans ce combat. Athée. Il répondit, tenant ma main fermement. Je suis resté à la source promise pendant 7 jours. Je n'ai pas cherché à contacter mon père, ni mes frères. Certaines relations, une fois brisées, deviennent irréparables. Cependant, j'ai renoué avec tante Claire, qui a versé des larmes en me voyant vivante, et quelques amis d'enfance qui m'ont accueilli avec des câlins chaleureux. Julien et moi nous sommes rapprochés à nouveau, avec la prudence de ceux qui reconnaissent que le temps et les expériences nous ont changés. Nous n'étions plus les jeunes passionnés d'antan, mais nous pouvions être construire quelque chose de nouveau. En rentrant à Bordeaux, j'emportais avec moi une promesse. Mon passé était surmonté. Il était temps d'affronter l'avenir. Pas avec nos vrais noms par prudence, mais avec suffisamment de détails pour que ceux qui savaient puissent identifier le couvent et les personnes impliquées. Le reportage a déclenché une petite agitation. Il y a eu des démentis officiels de l'Église, naturellement, des lettres de lecteurs indignés par la diffamation contre l'institution, mais il y a aussi eu des expressions de soutien, notamment d'autres femmes, et surtout d'autres victimes se sont manifestées, des femmes qui avaient vécu des situations similaires dans d'autres couvents.
Ce n'est que le début, a réfléchi Rose, découpant le reportage pour le conserver. Maintenant, ils savent que nous ne sommes pas seuls. Que nous ne nous tairons plus. Ma lutte pour la justice continuait, mais maintenant j'avais quelque chose de plus pour lequel me battre, mon avenir. Avec l'aide de Monsieur Auguste, j'ai obtenu un poste d'assistante dans une école primaire. Je n'étais pas encore l'institutrice que j'aspirais à être. Mais j'étais sur la bonne voie. Julien est venu me rendre visite comme promis. Il a rencontré mes amis, a vu notre modeste maison et a compris la nouvelle vie que j'avais construite. Je suis fier de toi, m'a-t-il dit la veille de son retour à la source promise. Après tout ce que tu as enduré, tu as toujours la force de te battre, de construire, de soutenir les autres. La force qui réside en nous reste inconnue jusqu'au moment où nous sommes testés. Ai-je répondu, me souvenant des mots de tante Claire. 3 années s'étaient écoulées depuis notre évasion du couvent. Rose fréquentait l'école de droit, étudiait le soir et travaillait le jour. Jeanne avait ouvert un petit atelier de peinture et donnait des cours à des enfants défavorisés. J'avais terminé mon brevet des collèges et commencé une formation d'enseignante. Notre bataille contre le couvent progressait lentement dans le système judiciaire, et Julien avait déménagé à Bordeaux, apportant ses connaissances en pharmacie et son cœur généreux. Nous construisions quelque chose ensemble jour après jour, avec la sérénité de celui qui sait que les meilleures fondations sont construites avec le temps et le soin. Un dimanche après-midi, nous avons reçu une visite inattendue. Une jeune femme d'environ 16 ans est apparue à notre porte, tremblante, effrayée, serrant une coupure de journal jauni, le reportage sur notre histoire. « Aidez-moi » hâtée, elle plaidait d'une voix faible. « Je viens de m'échapper du couvent de Villefranche. » La jeune femme, visiblement perturbée, n'a pas pu terminer sa phrase, fondant en larmes. Rose, avec une rapidité maternelle, l'a enveloppée dans un câlin accueillant, lui transmettant sécurité et soutien inconditionnel. « Tu es en sécurité maintenant. » Rose l'a assuré d'une voix ferme et réconfortante. À cet instant, en regardant cette fille, j'ai revisité mon propre passé, l'image de moi-même 3 ans plus tôt. Mais j'ai aussi aperçu la flamme du courage, l'audace de faire le premier pas vers la libération. J'ai compris à ce moment crucial que notre voyage ne faisait que commencer, que d'autres filles, d'autres histoires et d'autres batailles nous attendaient. La rivière de mon existence avait enfin trouvé son lit, son plus grand but. M'approchant de la jeune femme, je lui ai offert un verre d'eau. Un simple geste d'accueil et d'espoir. « Quel est ton nom » ai-je demandé avec un intérêt sincère. « Espérance » a-t-elle répondu dans un murmure presque inaudible. Un sourire involontaire a fleuri sur mes lèvres. La vie révèle parfois un sens de l'humour particulier. Presque divin dans son ironie intrinsèque. « Bienvenue Espérance » ai-je déclaré. Le cœur débordant d'empathie. J'ai une histoire à partager avec toi. Espérance n'était que la première de nombreuses autres. Peu de temps après, est arrivée Constance, une jeune femme de 10 à 7 ans, qui s'était échappée du même couvent de Villefranche. Puis Antonia, une femme de 22 ans, qui avait enduré 5 ans de souffrance dans un couvent de Toulouse. Et dans un flux continu sont arrivées Claire, Patricia, une véritable procession d'âmes blessées cherchant refuge, compréhension et surtout justice. Notre modeste maison est rapidement devenue trop petite pour abriter tant d'histoires et de besoins. Avec l'aide généreuse de Julien, qui travaillait maintenant dans une grande pharmacie du centre-ville de Bordeaux, nous avons réussi à louer une propriété plus grande en périphérie de la ville. Un endroit simple mais spacieux, avec une grande cour et plusieurs chambres. Nous avons décidé de la nommer Maison Espérance en l'honneur de la première fille qui nous avait cherché, le symbole de notre cause. Cela se transforme en pension de famille, a plaisanté Madame Leroy, qui avait pris sa retraite de son travail avec le père Jérôme et nous aidait maintenant dans la cuisine de la Maison Espérance. Cependant,
La Maison Espérance n'était pas une simple pension de famille. C'était un refuge sûr, un point de départ pour une nouvelle vie, un lieu où les femmes qui avaient vécu la même souffrance pouvaient guérir et recommencer, reconstruisant leurs rêves et leurs espoirs. Rose, déjà dans sa 2e année de droit, a idéalisé et coordonné un groupe de soutien. Une fois par semaine, nous nous réunissions dans le grand salon de la Maison Espérance, assises en cercle. Chacune partageait son histoire, ses douleurs les plus profondes, ses peurs paralysantes, mais aussi ses réussites, aussi petites qu'elles puissent paraître. Jay réussit à marcher dans la rue sans regarder le sol, racontait l'une d'elles, avec une lueur de dépassement dans les yeux. Jay parlait à voix haute en présence d'un homme, disait une autre avec une fierté renouvelée. Jay priait aujourd'hui, mais parce que je le voulais, pas parce qu'ils m'y ont forcé, révélait une troisième, avec une liberté retrouvée. C'étaient de petits pas, mais cruciaux. Chaque victoire était célébrée par des applaudissements chaleureux, des câlins serrés, et parfois des larmes de joie et de soulagement. Notre bataille contre le couvent de Sainte-Jude avançait lentement dans le système judiciaire labyrinthique. Maître Paul, l'avocat qui nous avait soutenus depuis le début, bénéficiait maintenant du soutien de 4 avocats pro bono, tous ces anciens étudiants qui croyaient ardemment en notre cause. Nous faisions face à une résistance acharnée. Bien sûr, l'Église a nié avec véhémence toutes les accusations. Les prêtres et religieux accusés ont été transférés dans d'autres villes, d'autres régions, dans une tentative d'étouffer le scandale. Certains témoins ont mystérieusement disparu, réduits au silence par la peur ou par des forces obscures. Des documents prouvant notre passage au couvent ont été perdus dans des incendies opportuns, une manœuvre désespérée pour détruire les preuves. C'est David contre Goliath, soupirait Maître Paul, avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Mais rappelez-vous, dans l'histoire, David a gagné. Rose, toujours radieuse d'optimisme, ajoutait « Et cette fois, David n'est pas seul. Nous sommes nombreuses, unies par un objectif commun. » Progressivement, d'autres reportages sur l'affaire ont émergé dans les journaux à travers le pays. Robert, le journaliste qui avait initialement publié notre histoire, travaillait maintenant pour un journal national, amplifiant davantage notre voix. Notre lutte a gagné en visibilité et en résonance. Nous avons reçu des lettres de soutien émouvantes, des dons généreux et des offres d'aide de personnes de tous horizons. Cependant, nous étions aussi la cible de menaces constantes, des appels téléphoniques anonymes au milieu de la nuit, des lettres de menaces de mort et des regards hostiles de personnes dans la rue qui nous reconnaissaient sur les photos dans les journaux. Chaque fois que je me sentais appréhensive, Julien m'assurait. Je suis ton refuge sûr. La peur pour moi était une indication que nous nous attaquions à des figures influentes. La Maison Espérance a transcendé la simple fonction d'abri physique. Nous avons développé un espace d'apprentissage informel où les jeunes femmes hébergées pouvaient étudier et se préparer à la vie au-delà de nos murs. Jeanne donnait des cours d'art, Rose discutait des droits fondamentaux, et je me consacrais à l'enseignement du français et des mathématiques. Julien, quant à lui, partageait ses connaissances en premiers secours et en santé de base. Nous avions également l'aide de bénévoles qui donnaient des cours de couture, de cuisine et d'informatique. C'est le père Jérôme qui a suggéré que nous formalisions notre travail en enregistrant la maison comme une association à but non lucratif. Cela vous donnera plus de légitimité, de protection et d'accès à des ressources. Il expliquait. Et ainsi est née l'association Marie Libératrice, un nom que les jeunes femmes que nous hébergions ont elles-mêmes choisi par vote. Le choix n'était pas un hommage à moi mais à l'autre Marie, la mère de Jésus, qui pour beaucoup d'entre elles représentait le côté féminin et accueillant de Dieu, une image qui avait été perdue au milieu des expériences traumatisantes dans les couvents. À cette époque, j'enseignais déjà dans une école publique. J'avais terminé mes études d'enseignante et réussi l'examen d'État. Le salaire n'était pas très élevé, mais c'était un travail digne qui me procurait une grande satisfaction. Enseigner aux enfants à lire, à écrire et surtout à questionner était ma façon de garantir que la nouvelle génération ne répéterait pas les erreurs du passé. Julien et moi nous sommes mariés, lors d'une cérémonie simple dans les jardins de la Maison Espérance. Nous avons décidé de ne pas le faire dans une église,
car aucun de nous n'aimait entrer dans un temple sans ressentir un frisson. C'est Monsieur Auguste, le professeur qui nous a appris à lire, qui a officié la cérémonie laïque pleine de poésie et de musique. Sous le ciel ouvert et devant les témoins présents, il a dit « Promettez-vous de construire une vie basée sur le respect, l'affection et la liberté ? Nous le promettons. » Avons-nous répondu à l'unisson? Nous tenant la main entourée de notre famille choisie. Rose, Jeanne, les filles de la maison Espérance, le père Jérôme, Madame Leroy, Maître Paul, Robert, qui avaient parcouru ce chemin avec nous. Dans les moments de joie, il est facile de croire que tout va bien et que les problèmes sont derrière nous. Une semaine après notre mariage, nous avons été surprises par une nouvelle décourageante. Le juge avait rejeté le procès que nous avions intenté contre le couvent des Sœurs de la Divine Providence, citant un manque de preuves concrètes. Des années de dévouement, de déclarations, de témoignages et de documents rassemblés avec tant d'efforts ont été écartés juste comme ça. Rose a été profondément affectée. C'était son premier revers majeur en tant que future avocate. Comment peuvent-ils? A-t-elle demandé, les yeux pleins de larmes, serrant ses poings sur la table. Comment peuvent-ils ignorer tant de voix? Maître Paul et Robert ont essayé d'expliquer les subtilités juridiques, les influences politiques et les accords secrets. Mais la vérité était simple, les puissants protègent les puissants. Ce n'est pas fini, ai-je affirmé cette nuit-là lors d'une réunion urgente à la Maison Espérance. Ce n'est qu'une bataille, pas la guerre. Et quelle bataille pouvons-nous gagner? A demandé Antonia, l'une des jeunes femmes que nous avions hébergées, avec de l'amertume dans la voix. Ils ont tout. Argent, pouvoir, influence. Nous n'avons rien. Jai regardait attentivement ces femmes qui avaient survécu à l'enfer et étaient revenues pour raconter leurs histoires, qui avaient reconstruit leur vie brisée, comme quelqu'une assemblant un puzzle, sans savoir quelle serait l'image finale. Nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais. Ai-je répondu avec une conviction qui venait de mon âme. Nous avons la vérité. Et nous nous avons les unes les autres. Cette même nuit, nous avons décidé de changer de stratégie. Si le système judiciaire refusait de nous écouter, nous ferions en sorte que le reste du monde connaisse notre cause. Nous avons alors prévu d'organiser, après la publication d'un livre, d'étendre notre travail, en planifiant un documentaire puissant et en donnant des conférences dans les écoles et les universités. Nous voulions construire un réseau de soutien solide pour les victimes d'abus religieux, si grand que personne ne pourrait l'ignorer. Robert, le journaliste qui nous a aidés, a contacté un éditeur indépendant qui était intéressé par la publication d'un livre qui racontait nos expériences. Le livre s'appelait « Voix du silence ». Chaque chapitre racontait l'histoire de l'une des membres du groupe, parlant non seulement de ce qui s'était passé au couvent, mais aussi du chemin difficile vers le rétablissement et la reconquête de leur dignité. Nous avons consacré des mois à l'écriture du livre. Se souvenir de certains moments et écrire sur des expériences que nous pouvions à peine mettre en mots était très douloureux, mais c'était aussi un acte libérateur, comme drainer une vieille blessure pour qu'elle puisse enfin guérir. Le livre est sorti 14 ans après notre évasion. Bien qu'il ne soit pas devenu un best-seller ou vendu dans les grandes librairies, il a circulé dans les universités, les groupes féministes et les organisations de défense des droits humains. Il a été cité dans des thèses, discuté lors de séminaires, et surtout, il est parvenu entre les mains d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires. C'étaient des femmes qui croyaient qu'elles étaient seules, portant la douleur en silence pendant des décennies, pensant que personne ne comprendrait ou ne croirait leurs histoires. La Maison Espérance a commencé à recevoir des lettres de partout aux États-Unis. Certaines étaient de simples notes avec des messages comme « Jai vécu cela aussi. Merci de me faire sentir moins seule. » D'autres étaient de longues lettres pleines de confessions racontant des histoires qu'elles avaient gardées secrètes pendant 20, 30, voire 40 ans. L'une de ces lettres a été celle qui a tout changé. Elle a été écrite par une dame de Marseille, dans le sud de la France.
qui avait été novice au couvent des Sœurs de la Divine Providence dans les années 1960. Son nom était Marthe, et elle avait quelque chose que nous n'avions pas, des preuves concrètes. Lorsqu'elle s'est échappée du couvent en 1968, elle a emporté le journal de la mère supérieure de l'époque. On y trouvait des enregistrements détaillés des disciplines spéciales appliquées aux novices considérés comme rebelles, y compris les punitions physiques et l'isolement. Il mentionnait également les visites nocturnes des confesseurs avec des dates, des noms, et même des évaluations des jeunes femmes. Marthe a gardé le journal pendant près de 20 ans, ne sachant qu'en faire. Elle ne faisait confiance ni à la police, ni à l'Église, ni au système. Quand j'ai lu votre livre, a-t-elle écrit, j'ai su que j'avais trouvé les bonnes personnes à qui confier ce matériel. Des sonomaçons Kenae, Rose s'est rendue à Marseille pour récupérer le journal. Elle est revenue une semaine plus tard avec des cernes sous les yeux par manque de sommeil. Mais avec un regard déterminé. Tout est vrai, a-t-elle confirmé, montrant le cahier à couverture noire usé par le temps. Et c'est pire que ce que nous imaginions. Il n'y avait pas seulement quelques prêtres et religieuses abusant de leur pouvoir. C'était un système organisé avec des enregistrements, des évaluations et des transferts stratégiques des victimes et des agresseurs. Avec cette preuve, Maître Paul a intenté un nouveau procès. Cette fois, non pas contre un couvent en particulier, mais contre l'archidiocèse qui en était responsable. C'était une affaire plus grande, plus compliquée, mais aussi plus difficile à cacher ou à ignorer. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Robert a publié un reportage en première page du journal, avec des fragments édités du journal, protégeant l'identité des victimes, mais exposant les coupables. D'autres médias ont repris l'histoire. Une chaîne de télévision s'est intéressée à faire un reportage spécial. Ils ont peur, a commenté Rose, qui était maintenant dans sa dernière année de droit. Peur que plus de gens comme Marthe apparaissent avec plus de journaux et plus de preuves. Les menaces sont devenues plus fortes. Des pierres ont été lancées sur les fenêtres de la maison Espérance. La voiture de Julien a été vandalisée. La peur grandissait. Des appels téléphoniques troublants révélant qu'ils savaient où vivaient nos familles nous inquiétaient grandement. Il serait être prudent que nous fassions une pause, a suggéré Julien, inquiet, surtout à cause de ma grossesse avec notre premier enfant. Au moins jusqu'à la naissance du bébé. Jai réfléchit à sa proposition pendant des jours. Ma main sur mon ventre qui s'arrondissait, sentant les mouvements doux de mon futur fils ou ma future fille, dont nous préférions garder le sexe secret jusqu'au moment de la naissance. Le désir de protéger cette vie fragile et pure était immense, mais tout aussi fort était mon désir qu'il grandisse dans un monde où la vérité l'emportait sur le pouvoir et où les victimes trouvaient la justice qu'elles méritaient. Nous n'abandonnons pas, ai-je déclaré fermement. Nous prendrons plus de précautions, bien sûr. Mais interrompre notre travail maintenant serait une trahison envers toutes les femmes qui nous ont fait confiance, qui ont partagé leurs histoires douloureuses. Jeanne, connue pour être réservée, a eu une idée brillante. Transformer son atelier en galerie d'art avec des œuvres inspirées des histoires du livre et des lettres que nous recevions. L'art a une manière unique de toucher les gens qui va au-delà des mots, a-t-elle expliqué. L'exposition Murs du silence a ouvert ses portes au Centre culturel de Bordeaux en septembre de 1986. Sa puissance était indéniable, son impact profond et impossible à ignorer. Des peintures, des sculptures et des installations artistiques racontaient des histoires d'abus, de silence forcé, mais aussi de résistance courageuse et de renaissance. Une œuvre en particulier a attiré l'attention de tous. Une immense fresque murale, où chaque brique portait le nom d'une femme qui avait souffert dans des couvents abusifs. Nous avons réussi à rassembler plus de 300 noms de partout au pays. Chacune de ces femmes est une brique de ce mur du silence que nous sommes en train de démolir, a expliqué Jeanne aux visiteurs avec émotion. L'événement a attiré l'attention des médias nationaux. Des journalistes sont venus de Paris, de Lyon et de Marseille. Des politiciens progressistes ont montré leur soutien. Des organisations de défense des droits humains ont proposé de fournir une assistance juridique. Finalement, lorsque la pression est devenue impossible à ignorer,
l'Église catholique a publié une déclaration officielle annonçant la formation d'une commission pour enquêter sur les allégations contre le couvent des Sœurs de la Divine Providence et d'autres institutions similaires. Je ne leur fais pas confiance pour enquêter sur eux-mêmes, a grommelé Rose, méfiante. C'est comme demander au loup d'enquêter sur la disparition des moutons. Sa méfiance était justifiée. La commission, composée principalement de clercs conservateurs, a présenté un rapport qui admettait de possibles excès dans des cas isolés mais niait catégoriquement tout problème systémique. Les principales accusations ont été écartées comme des exagérations ou des malentendus. C'est ce à quoi nous nous attendions, a soupiré Maître Paul. Mais ne vous découragez pas. Le processus judiciaire se poursuit, et maintenant nous avons l'opinion publique de notre côté. Mon fils est né en juillet de 1987, par une nuit d'été étouffante. Un garçon en bonne santé avec des poumons solides, qui a annoncé son arrivée dans le monde par un cri puissant, qui a résonné dans toute la maternité. Il sait déjà se faire entendre. A plaisanté Julien, les yeux pleins de larmes en tenant notre fils pour la première fois. Nous avons décidé de le nommer Pierre, ce qui signifie pierre, car il est né de l'union de personnes qui ont appris à être aussi fortes que des roches pour résister aux tempêtes de la vie sans se briser. La maternité a donné une nouvelle dimension à ma vie. Maintenant, il y avait une urgence encore plus grande dans notre lutte. Il ne s'agissait pas seulement de notre passé, mais de son avenir, du monde dans lequel il grandirait. Dans les mois suivants, entre les tétés et les changements de couches, je suis resté impliqué dans l'affaire. La Maison Espérance hébergeait maintenant en permanence 16 femmes et offrait un soutien à plus de 50 femmes en situation de vulnérabilité. Rose, maintenant avocate agréée, avait ouvert un petit cabinet spécialisé dans la défense de leurs droits. Les choses changent, disait-elle, berçant Pierre tout en me parlant d'un nouveau cas qu'elles avaient accepté. Plus de juges sont disposés à écouter, et de plus en plus de procureurs manifestent leur intérêt à enquêter. Le progrès était lent mais réel. En août de cette année-là, une nouvelle inattendue a émergé. Le père Anselme, le confesseur du couvent qui avait abusé de tant de jeunes femmes, a été retrouvé mort à son domicile dans les montagnes du Massif central. Les autorités ont déclaré qu'il s'était suicidé. À côté du corps se trouvait une note qui disait « Je ne peux plus supporter le fardeau de ce que j'ai fait ». La nouvelle a suscité des sentiments mitigés. Nous n'étions pas heureuses de la mort de qui que ce soit, pas même d'un agresseur. Mais nous avons senti que d'une certaine manière, la justice qui n'avait pas été rendue devant les tribunaux avait suivi son cours. Il a confessé, a dit Jeanne, montrant le journal avec le titre. Pas comme nous le voulions, mais il a confessé. Encore plus surprenant a été ce qui s'est passé ensuite. D'anciennes résidentes et même certaines religieuses qui étaient toujours au couvent ont commencé à parler. C'était comme si la mort du père Anselme avait brisé le silence. Soudain, tout le monde voulait raconter son histoire. Parmi elles, se trouvait sœur Constance, la religieuse âgée qui nous avait aidés à nous échapper. Elle avait été transférée dans un couvent dans la région rurale de la Creuse après notre départ. Mais maintenant, elle revenait publiquement pour confirmer notre histoire. « Je ne peux plus rester silencieuse », a-t-elle déclaré dans une interview émouvante sur une grande chaîne d'information. Ce qui s'est passé dans ce couvent, ce qui se passe dans tant d'autres, n'est pas l'œuvre de Dieu, mais le fruit de la cruauté humaine qui utilise le nom de Dieu. Son témoignage a été crucial. En tant que religieuse au vœu perpétuel avec plus de 50 ans de vie religieuse, ces paroles avaient un grand poids à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. D'autres figures religieuses, prêtres et religieuses aux idées plus progressistes, ont également pris la parole, appelant à des enquêtes sérieuses, à la punition des coupables et à des réparations pour les victimes. En octobre de 1987, 8 ans après notre évasion, un nouvel évêque a pris la tête de l'archidiocèse qui supervisait le couvent des Sœurs de la Divine Providence. Monseigneur Mathieu, un homme de 60 ans avec des études en théologie de la libération, était engagé en faveur des droits humains et de la justice sociale. L'une de ses premières actions a été d'ordonner la fermeture du couvent. Cet endroit ne remplit plus sa mission initiale, a-t-il déclaré. Il deviendra un centre de soutien pour les victimes d'abus et de violences.
Rose a été invitée à participer à la commission qui superviserait la transformation du couvent. C'était une victoire symbolique et significative. La même institution qui nous avait emprisonnés reconnaissait maintenant notre souffrance et cherchait à réparer. Le processus judiciaire a également progressé. L'archidiocèse a proposé un règlement à l'amiable, une compensation financière pour chaque victime identifiée, la création d'un fonds pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité, et un engagement à mettre en œuvre des mécanismes de prévention et de signalement des abus dans toutes ces institutions. Ce n'est pas parfait, a admis Maître Paul, mais c'est plus que ce que nous aurions obtenu après des années de bataille juridique. Nous avons tenu une assemblée avec toutes les victimes que nous pouvions contacter. Certaines voulaient accepter l'accord, déjà fatiguées de se battre. D'autres préféraient continuer jusqu'au bout, cherchant à ce que les coupables paient derrière les barreaux. Après des heures de débat, nous sommes parvenus à un accord. Nous accepterions le règlement, mais avec une condition supplémentaire. L'archidiocèse devait financer la publication et la distribution gratuite du livre Voix du silence dans les bibliothèques publiques et les écoles de tout le pays. S'ils acceptent cela, a déclaré l'une des femmes les plus expérimentées de l'Assemblée. Nous acceptons. L'attitude démontrerait un véritable désir de réparation, pas seulement une tentative d'étouffer le scandale. À notre grande surprise, Monseigneur Mathieu a accepté la demande sans hésitation. Il est essentiel que ces histoires soient connues, a-t-il déclaré, afin que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. L'accord a été officialisé en décembre de 1987. Évidemment, ce n'était pas la fin de l'affaire. D'autres couvents et diocèses continuaient avec des pratiques similaires. Une fissure dans une barrière qui semble... Avec la compensation que nous avons reçue, Julien et moi avons acheté une maison modeste mais confortable avec un jardin où Pierre pouvait jouer. Rose a utilisé l'argent pour agrandir son cabinet d'avocat, qui s'est spécialisé dans la défense des droits des femmes. Jeanne a investi dans son atelier, qui est devenu de plus en plus connu pour ses œuvres puissantes et émouvantes. La Maison Espérance a continué de fonctionner, maintenant avec le soutien officiel de la ville de Bordeaux et d'organisations non gouvernementales, servant d'exemple et inspirant des initiatives similaires ailleurs. Les années ont passé. Pierre a grandi, devenant un garçon curieux et sensible, qui demandait toujours des explications sur les cicatrices qu'il voyait dans mon âme. Peu à peu, je lui ai raconté mon histoire en fonction de ce qu'il pouvait comprendre. Pourquoi certaines personnes sont-elles si méchantes, maman ? M'a-t-il demandé une fois, après avoir appris l'histoire du couvent. Ce n'est pas si simple, mon fils, ai-je répondu, cherchant les mots justes. Parfois, les gens font de mauvaises choses parce qu'on leur a appris à croire que c'était juste, ou parce que personne ne les a arrêtés. C'est pourquoi nous devons élever la voix lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi ta maman, tante Rose et tante Jeanne ont écrit ce livre. Pierre a compris cela et est devenu un défenseur passionné des droits des femmes malgré son jeune âge. À l'école, ses professeurs commentaient toujours qu'il ne tolérait pas l'intimidation ou l'injustice, et comment il défendait les plus vulnérables. En 1992, lorsque Pierre a eu 5 ans, j'ai reçu une invitation inattendue. L'Université de Bordeaux voulait que je donne une conférence sur mon expérience dans le cadre d'un séminaire sur les abus religieux en France. Je n'avais jamais parlé en public devant autant de monde. Ma vie s'était stabilisée. J'enseignais dans une école, me consacrais à mon fils et aidais à l'administration de la Maison Espérance, mais loin des projecteurs. C'était Rose, qui se consacrait à cela, avec son travail juridique qui devenait de plus en plus reconnu. Tu dois accepter, a insisté Julien. Ton histoire doit être racontée par toi, pas seulement par le livre ou par d'autres. Le jour de la présentation, l'auditorium était bondé. Étudiants, professeurs, journalistes et militants. Lorsque je suis monté sur scène, mes jambes tremblaient et ma bouche était sèche. Mais j'ai vu au premier rang Julien et Pierre me sourire. Et derrière eux, Rose et Jeanne,
mes compagnes de voyage, et à côté d'elles, certaines des femmes que nous avions accueillies à la Maison Espérance au fil des ans. Maintenant, avec leur vie reconstruite, j'aille pris une profonde inspiration et j'aille commencer. Mon nom est Élise Monsieur Lambert. Je suis née à la Source Promise, en Drôme, la fille d'Antoine et Jeanne. À 10 à 9 ans, mon père m'a envoyé dans un couvent parce que j'avais dansé avec un garçon à une fête. Jai parlait pendant près de 2 heures. Jai tout racontait, la peur, la douleur, les abus, l'évasion, la reconstruction, la lutte pour la justice. Jai parlait sans notes, sans script, laissant simplement mon histoire couler comme la rivière Drôme de mon enfance. Quand j'ai fini, il y a eu un silence dans la salle. Peu à peu, le silence a été brisé, remplacé par une explosion d'applaudissements qui a résonné dans le lieu. Ce n'était pas seulement des applaudissements, c'était un signe de reconnaissance. Au milieu de cette vague d'émotions, j'ai vu des visages pleins de larmes, tandis que d'autres hochaient la tête, en signe de soutien. Une étudiante universitaire, aux yeux remplis de larmes ceste, approchait de moi à la fin de la présentation. Ma grand-mère a vécu quelque chose de similaire, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Elle n'a jamais raconté les détails. Mais maintenant je comprends mieux combien elle a souffert. Merci de lui donner une voix, aussi. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. J'ai compris que mon chemin, bien que plein de moments douloureux, avait un pouvoir. Le pouvoir de guérir, de créer de véritables liens, et de conduire au changement. À partir de ce jour, j'ai accepté plus d'invitations à partager mon histoire dans les universités, les écoles et les centres communautaires. En 1995, lorsque Pierre a eu 8 ans, j'ai reçu une proposition spéciale. Écrire un livre pour enfants qui parlait de sujets tels que le respect, le consentement et comment identifier les situations d'abus. Le livre, intitulé Mon corps, mes règles, est sorti l'année suivante et a été utilisé par de nombreuses écoles, tant publiques que privées. La Maison Espérance a continué de grandir et d'aider plus de personnes. Ce qui était autrefois un abri temporaire pour les femmes fuyant les couvents abusifs, recevait maintenant des victimes de différents types de violences, domestiques, religieuses et institutionnelles. Nous avions une équipe de psychologues, de travailleurs sociaux, d'avocats et d'éducateurs dédiés au soutien des femmes. Rose est devenue l'une des avocates les plus célèbres dans le domaine des droits des femmes dans tout le pays. Son expérience l'a amenée à participer à la création de lois pour protéger les victimes d'abus. Jeanne, quant à elle, a transformé son atelier en école d'art-thérapie, offrant aux femmes un endroit sûr pour exprimer et traiter leur traumatisme par l'art. Et je continuais d'être enseignante, mère, épouse, et celle qui racontait une histoire qui devait être racontée encore et encore, afin qu'elle ne soit pas oubliée, et qu'elle ne se répète pas. 33 ans après notre évasion du couvent, j'ai reçu une invitation inattendue à retourner à l'abbaye Sainte-Jude. L'ancien couvent des Sœurs de la Divine Providence avait été converti en centre de soutien pour les femmes en situation de vulnérabilité, appelé le Centre Sœur Constance, en l'honneur de la religieuse qui nous avait aidés à nous échapper et qui était décédée des années auparavant. Jay hésitait à accepter l'invitation. L'idée de retourner dans cet endroit ramenait des souvenirs douloureux et de vieux cauchemars. Mais Jay vit l'opportunité de clore un cycle, de faire la paix avec un passé qui, que je le veuille ou non, avait fait de moi la personne que j'étais. « J'irai avec toi, » m'a dit Julien, mon soutien éternel. « Moi aussi, » a ajouté Pierre. Maintenant un jeune homme de 10 à 8 ans, grand et fort comme son père, mais avec mes yeux curieux et interrogateurs. Le voyage de retour à Sainte-Jude a été comme un voyage dans le temps. La ville voisine avait changé, grandi, et s'était modernisée. Mais certaines choses restaient les mêmes. La rivière Lot coulait toujours. Les peupliers fleurissaient, et la terre rouge colorait toujours les rues. L'ancien couvent, cependant, était méconnaissable. Les hauts murs avaient été abattus, remplacés par une clôture basse et un portail toujours ouvert. Le jardin autrefois sérieux et formel était maintenant plein de couleurs et de vie.
La chapelle sombre avait été transformée en bibliothèque communautaire. Jai était reçue par Marianne, la coordinatrice du centre, une femme forte d'une quarantaine d'années, avec un sourire chaleureux et des yeux intelligents. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Lambert, a-t-elle dit en me serrant la main fermement. Votre livre a changé ma vie. Après l'avoir lu, j'ai décidé de consacrer ma carrière à soutenir les femmes qui avaient subi des abus. Puis Marianne m'a emmené faire le tour du centre. Les anciennes cellules de novices étaient maintenant des chambres confortables. L'endroit qui était autrefois un refuge pour les femmes en danger avait beaucoup changé. L'ancien réfectoire, où régnait le silence, résonnait maintenant des rires d'enfants jouant pendant que leur mère apprenait dans des ateliers de formation. La cave, où il y avait de tristes souvenirs, avait été transformée en galerie d'art, où les œuvres de Jeanne et d'autres artistes racontaient des histoires de souffrance, de résistance et surtout de dépassement. Nous voulons que les gens sachent ce qui s'est passé ici, a expliqué Marianne. Non pas pour nourrir des rancunes ou chercher la vengeance, mais pour nous assurer que ces choses ne se reproduisent plus. Le dernier jour de la visite, j'ai participé à une cérémonie importante. Une plaque commémorative serait placée à l'entrée du centre, racontant son histoire. Du couvent violent au centre de soutien actuel, honorant les femmes qui y étaient passées. Étonnamment, la plaque portait tous nos noms. Moi, Rose, Jeanne, Thérèse, Lucie, et aussi sœur Constance, dont la bravoure avait sauvé de nombreuses vies. Ces femmes nous ont appris que la vraie foi est libératrice, pas emprisonnante, a déclaré l'évêque local pendant la cérémonie, affirmant que l'amour de Dieu se voit dans la dignité et la liberté, pas dans la peur et l'oppression. En voyant la plaque, le bâtiment rénové, les femmes et les enfants qui y trouvaient refuge, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Non pas une paix qui efface le passé, ou ignore la douleur, mais une paix qui vient de savoir que la lutte en valait la peine. Que les cicatrices montrent que nous avons guéri. Sur le chemin du retour vers Bordeaux, alors que le bus traversait la campagne, Pierre m'a demandé « Maman, regrettes-tu quelque chose d'avoir raconté ton histoire, d'avoir tant lutté ?» Jai regardait par la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de rouge et d'or. Je me suis souvenu de tout ce qui s'était passé, les cicatrices que j'avais encore, les nuits où je me réveillais effrayé, les moments où je tressaillais encore à une voix forte. Mais je me suis aussi souvenu des centaines de femmes que nous avions aidées, des lois que nous avions changées, des consciences que nous avions éveillées. Je me suis souvenu de mon propre parcours, de la fille effrayée à la femme forte, capable de raconter son histoire sans peur ni honte. Finalement, j'ai répondu. Non. Je ne regrette rien. Chaque pas, même les plus douloureux, m'a amené ici. Il m'a amené à toi, à ton père, à nos amis, à notre travail. Il m'a ramené à moi-même. 20 ans se sont écoulés depuis cette visite à Sainte-Jude. Aujourd'hui, à 72 ans, je vois Pierre, maintenant un homme de 38 ans, heureux en tant que professeur d'histoire à l'université, marié à une psychologue merveilleuse, et père de 2 précieuses filles, qui sont la lumière de mes yeux. Julien, mon partenaire dans tant de batailles, est décédé il y a 5 ans après avoir lutté contre le cancer. Jai perdu la moitié de mon cœur, mais je continue de vivre avec la moitié qui reste, qui bat toujours fort, qui a encore beaucoup à faire. La Maison Espérance a grandi, devenant un réseau de centres de soutien à travers le pays. Rose, ma féroce amie, maintenant au début de la soixantaine, continue de travailler comme avocate et conseillère sur les questions liées aux abus religieux. Jeanne, également dans la soixantaine, se consacre à l'enseignement de ses connaissances en art-thérapie à de jeunes thérapeutes. Et je continue de raconter mon histoire dans les écoles, les universités, les centres communautaires, aux jeunes, aux adultes, aux hommes et aux femmes, parce que je crois au pouvoir des histoires pour changer, guérir et connecter les gens. Récemment, une jeune journaliste m'a demandé « Madame Lambert, après tout ce que vous avez traversé, croyez-vous toujours en Dieu ?» La confusion dans son regard m'a fait sourire. C'est une question courante parce que beaucoup croient que les expériences douloureuses m'auraient fait rejeter la foi. Oui, je crois, ai-je répondu.
mais pas au Dieu mesquin, jaloux et punitif qu'on m'a appris à craindre. Je crois en un Dieu d'amour, de liberté et de justice. Un Dieu qui n'est pas enfermé dans les églises, mais qui est avec ceux qui souffrent, qui est attristé par la douleur et se réjouit de la libération. La foi que j'ai trouvée après avoir quitté le couvent est très différente de la peur religieuse qui a marqué mon enfance. C'est une foi qui questionne, qui doute, qui change, une foi qui me donne la force de continuer à me battre, même lorsque mon corps est fatigué et mon cœur est triste. Aujourd'hui, assise sur le porche de ma maison sous le ciel étoilé de Bordeaux, je me souviens de toutes les femmes qui ont partagé leurs histoires avec moi au fil des ans. Leur voix résonne dans ma mémoire comme un cœur puissant que la mort ne peut faire taire. Je pense aussi à la fille que j'étais à la source promise. La jeune femme qui dansait avec Julien au pique-nique estival, sans savoir ce qui allait arriver. La novice effrayée qui priait à genoux sur le sol froid du couvent. La fugitive qui tremblait de peur et d'espoir dans ce camion rempli de paille. L'institutrice qui a trouvé dans l'éducation un moyen d'être libre. Toutes ces versions de moi sont toujours en mon être, faisant de moi celle que je suis maintenant. Leurs cicatrices sont mes médailles, la preuve d'une bataille que je n'ai pas choisie, mais que j'ai appris à affronter avec honneur. Ceci est mon histoire. Une histoire non seulement de douleur, mais du courage qui jaillit des cendres, de l'amitié qui devient une bouée de sauvetage et d'une vie que l'on croyait perdue, pour être récupérée avec plus de force. Mon voyage m'a appris une leçon précieuse. Le silence ne protège que l'agresseur, tandis qu'une voix, aussi tremblante soit-elle au début, détient le pouvoir de connecter les âmes brisées et de guérir les blessures les plus profondes. Et maintenant, je veux vous parler. Qui que vous soyez, écoutant cette histoire de partout dans le monde. Portez-vous vous aussi vos propres cicatrices, vos propres silences lourds. Sachez que vous n'êtes pas seul. Votre voix mérite d'être entendue. Votre histoire a du pouvoir. La vérité doit être diffusée. Même si elle peut ébranler les convictions de quelqu'un, si mon histoire vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire. Chaque commentaire que vous partagez ajoute une autre voix à notre cœur, montrant que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Veuillez cliquer sur j'aime pour que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui en ont besoin, celles qui peuvent se sentir perdues, tout comme je l'ai été autrefois. Et veuillez vous abonner à la chaîne, parce que chaque histoire racontée est une autre brique construisant le mur de la vérité. Et ensemble, nous pouvons allumer une flamme d'espoir à partir des cendres du passé. Je suis Élise Monsieur Lambert, et ceci est mon témoignage d'une foi qui libère, pas qui emprisonne. Merci de votre écoute.